Tiens-toi tranquille et écoute maintenant. I'm going in. That's the year 2000. I've seen things you people wouldn't believe. Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Betamax Break Room, notre 10e. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et toujours à mes côtés, Basile. Salut Basile. Salut, comment ça va ? Bah écoute, très bien mec, parfait, parce que encore une fois ce soir on va bien s'éclater. On va parler d'un film qui vient bien sûr des années 80, donc je pense que nos auditeurs le savent tout de suite. On a une grande passion pour ces années-là au cinéma. C'est ça, on ne se le cache pas, clairement on aime bien aller taper dans la décennie 80, beaucoup de nos critiques ont été consacrées à des films de cette époque-là, et puis là, ce sera pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, car nous allons faire Jack Burton dans les griffes du mandarin, connu en anglais par Big Trouble in Little China. Mais Basile, avant cela, on va parler d'un autre film qui ne date pas des années 80, mais qui rend plutôt hommage. Et nous allons parler du film qui est sorti il y a pas longtemps sur YouTube, qui se nomme donc Kung Fury. Bah écoute, ce film c'était un peu comme une sorte de surprise en fait, dans le sens où c'était pas vraiment le premier projet qui rendait hommage aux années 80 sous toutes ses formes, mais je pense que à date c'est vraiment le seul projet qui était autant abouti et puis qui a vraiment été suivi par les fans, parce qu'il s'agit d'un projet qui a été financé en fait par du crowdfunding. Et ça a vraiment pas mal marché et le projet a suscité beaucoup d'intérêt, à tel point que il s'est retrouvé en fait à Cannes. C'est ça. Et puis à tel point aussi que nous allons en parler sur Betamax Break Room. Oui, c'est un long ça. métrage, mais on le qualifie quand même comme une œuvre d'art cinématographique. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu exceptionnel. On a plutôt l'habitude de faire des longs métrages de cinéma. Là, il s'agit d'un projet vraiment différent. C'est un moyen métrage qui est sorti sur le web, mais on pouvait pas vraiment éviter d'en parler parce que vraiment, il a des qualités dont on va beaucoup parler pendant cette émission. Et justement, c'est pour ça qu'on a choisi de discuter des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, parce qu'il y a quand même une comparaison qui est plutôt intéressante, non ? Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on a voulu finalement mettre à côté le film qui rend hommage et puis le film qui, par excellence, représente tout ce dont l'autre s'est inspiré, en fait. Avant qu'on rentre là-dedans, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas rapidement des derniers films qu'on ait vus ? Qu'est-ce que t'as vu récemment, toi ? Alors écoute, un film que j'ai vu récemment, c'est un film mythique finalement, et il se trouve que je l'avais vraiment pas revu depuis très longtemps. J'ai revu Scarface en fait de Palma. Ah, t'as pas vu l'original ? J'ai bien fait mes devoirs de cinéphile et à l'époque j'avais vu l'original de Howard Hawks. Bon alors j'avoue, je vais pas faire mon snob, je peux pas dire que le film de Howard Hawks m'ait laissé un très très grand souvenir. Non. Je l'avais vraiment vu essentiellement parce que je savais que c'était un classique et puis voilà. Tu sens que tu faisais tes devoirs de classe, ouais. Voilà, c'est exactement ça. Je peux pas dire qu'il m'ait vraiment tellement marqué. Alors que celui de Palma, c'est sûr qu'il est plus accessible, ça c'est évident. Il m'avait quand même marqué à l'époque et puis là je l'ai vraiment redécouvert avec très très grand plaisir. Et puis j'ai compris finalement pourquoi est-ce qu'il avait ce statut vraiment si particulier, sans même parler de tout cet engouement qu'il y a eu notamment dans toute la culture hip-hop qui s'en est vraiment emparée. C'est assez étonnant puisque finalement De Palma continue de s'étonner de cette trajectoire qu'a suivi son film. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est vraiment un film qui est très fort parce qu'il traite de quelque chose qu'on a souvent vu au cinéma, évidemment les vertiges du rêve américain. Mais là, je trouve que rarement ça a été montré de manière aussi crue et puis aussi pertinente finalement. Voilà, donc j'ai vraiment pris du plaisir à revoir ce film. Le Rise and Fall d'un loser ? Exactement, c'est ça. Ah, super. Écoute, récemment, j'ai vu un classique, si je me trompe pas, de 83, qui est donc War Games, le film ancestral du hacking du web via réseau téléphonique. Donc voilà, c'est le mélange du teen movie et du thriller post-nucléaire, quoi, en pleine fin de guerre froide américaine. Puis j'avais oublié que c'était vraiment, c'est une très bonne montagne russe, quoi. On s'éclate du début jusqu'à la fin, avec un Matthew Broderick bien jeune, qui a ses dents de devant qui sont un peu à l'avant, qu'il a rapidement fait modifier chez le dentiste, qu'on l'a vu après dans Ferris Bueller's Day
Out, mais je trouvais que ça lui donnait un charme assez sympatoche, quoi, ce jeune homme. Et voilà, c'est vraiment le thriller qui est pas mal, où c'est juste un écran noir avec une typo verte et cette voix diabolique électronique de l'ordinateur qui nous demande justement voulez-vous jouer à un jeu? Shall we play a game? Quant au président des États-Unis et de ce jeune homme, c'est tout le contraire, quoi. C'est un peu la panique totale, car c'est bientôt la fin du monde. Et ce qui était intéressant de ce film, tu vois, c'est souvent quand on voit ce genre de scénario politique, tu sais, la guerre froide, la guerre nucléaire américaine, Russie, enfin URSS à l'époque. Ce qu'on voyait, c'était plutôt le point de vue des adultes, tu sais, c'est de se préparer, de se défendre, de se construire des anti-bunkers. Et puis après, on a le point de vue de cet adolescent, où lui, c'est plutôt dommage qu'il n'ait pas eu plus de temps, parce qu'il aurait pu apprendre à nager. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça dans le scénario qui m'ont bien fait sourire. Aussi, une petite conversation où ils sont en train d'enquêter sur un scientifique qui est mort à l'âge de 41 ans, et les deux personnages principaux nous disent ah ouais, c'est assez vieux quand même. Alors j'aurais dit d'aller se faire voir, parce que 41 ans, c'est pas aussi vieux que ça, quoi. Merde. Ah bon, on dit ça parce que pour nous, c'est dans pas si longtemps. C'est ça, quoi. Donc là, c'est ça le problème. Ça m'a fait un peu mal au cœur quand tu vois les deux ados qui disent ça. Ah ouais, c'est vieux, 41 ans. Mais ouais, très très sympa comme film. Bien sûr, ça a énormément vieilli, hein. Je me demande comment est-ce qu'un enfant, tu vois, génération millénium verrait ce film. Je suis sûr qu'on doit avoir des auditeurs de cette génération-là. Bah écoutez, si vous voulez nous écrire, nous dites ce que vous en pensez, parce que il y a pas mal de choses dans ce film qui sont vraiment des reliques du passé, quoi. Entre les gros serveurs à disque dur, la connexion en ligne téléphone pour le hacking, justement l'époque où on pouvait se connecter via téléphone, même avant le Minitel, tu vois, c'est toute cette technologie complètement désuète qui vient ça prend la poussière, qui vient titiller notre fibre nostalgique, évidemment. C'est ça, les disques 3.5, bref, le film était quand même assez chouette, une super bande originale. Alors voilà, vas-y, allez, on commence notre podcast, c'est parti. C'est ça, allez, on va plonger dans nos aventures sans perdre plus de temps. Alors, commençons tout de suite par Kung Fury. Kung Fury de 2015. Alors, Kung Fury est écrit et réalisé par David Sandberg, qui joue aussi dedans avec Jorma Taccone, Leopold Nilsson, Andreas Kalling et Ellen Young. Alors un petit mot avant pour expliquer qu'est-ce que c'est Kung Fury. Avant tout, Basile, c'est franchement une lettre d'amour aux années 80. C'est un hommage aux films d'action, que ça soit les body cop movies, que ça soit les films de science-fiction complètement absurdes. Et justement, ça parle de l'absurdité, cette propulsion d'action qu'il y avait dans les années 80, qui sont maintenant quelque chose qui a complètement disparu. Et là, on voit vraiment une réanimation via ses couleurs vives, avec sa musique énergique rétro. Et là, tu vois, Basile, je te dis qu'une seule chose, c'est qu'il suffit de se rendre au Tech Noir, de se poser avec son Walkman et de regarder ce film en Betamax pour être à fond dans le trip visuel que nous propose Kung Fury. Ben c'est ça. Alors, ce qui est vraiment spécial, c'est que, comme je le disais au début, c'est vrai que bon, ça fait quelques années maintenant qu'on a vraiment cette vague-là de nostalgie des années 80. Là, je parle pas vraiment de ce qu'on peut voir à la télé ou autre avec tous les revivals et compagnie, mais là, je parle vraiment dans le côté créatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes et surtout des musiciens, des compositeurs qui ont fait beaucoup de choses qui étaient complètement empreintes de la pop culture des années 80. Puis c'est intéressant de voir que on en avait déjà parlé un petit peu dans de précédents podcasts. C'est intéressant de voir qu'il y en a certains qui ont fait des choses qui étaient plutôt modernes et qui choisissaient d'intégrer à cette modernité ces sonorités très années 80, ce synthé et tout ça. Et puis il y en a d'autres par contre qui ont pris le parti de prendre les sons tels quels pour faire vraiment comme si ça avait été composé à l'époque. Et c'est souvent, on peut voir justement sur YouTube des clips associés à ces musiques-là qui sont parfois simplement en fait des bouts de vidéos prises, on ne sait pas trop où en fait, des fois on ne sait même pas où est-ce qu'ils vont chercher ces vidéos qui ont été enregistrées sur des vieilles VHS perdues. Et puis il y a tout et n'importe quoi, des trucs qui passaient à la télé, des morceaux de pub, voilà, tout est mis bout à bout pour donner un petit peu l'ambiance, l'atmosphère de ce que c'était à l'époque. Bon, il y a eu comme ça des clips ou des courts-métrages qui poussaient un peu plus loin cet hommage aux années 80, et puis des fois qui avaient quand même des moyens plus importants. Alors, juste comme ça, hein, moi je vais citer un artiste que j'aime beaucoup et je sais que toi aussi, comme Truth, qui par exemple a pas mal de clips justement qui sont plutôt bien réalisés en fait, puis qui sont exactement dans cette mouvance-là, voilà, qui essayent de faire du années 80
pur sans que ça ait vraiment des accents de modernité. Comme True, je trouve que c'est quelqu'un qui excelle dans le design, mais qui a une évolution depuis quelques années, qui change au point où ça devient plus de l'électro, et je trouve qu'il quitte de plus en plus, ce qui n'est pas une chose négative, hein, mais quand on écoute dans ses derniers sons, on quitte un petit peu ce côté un peu électro 80s, tu vois, ces sons assez distingués qui nous font penser au synthé d'époque. Si on écoute ses premiers albums, oui. Alors ce qu'on retrouve de Come True, c'est tout le design en fait, toute l'inspiration qui s'appelle Memphis Milano. Tu vois, tout ce qui est néon rouge, ces choses-là. Mais après, quand on retrouve d'autres artistes qui restent avec les synthés d'époque, comme une personne qui s'appelle Jupiter 8, donc Jupiter 8, que vous pourrez trouver sur Bandcamp, fait de fausses bandes originales de films. On a beau chercher, les films n'existent pas. C'est tout le délire en fait de recréer cette ambiance rétro 80s. Et après on a d'autres artistes. Alors tu sais, on avait partagé le morceau dans l'un de nos podcasts, le numéro 8, quand on parlait de Cobra. Et on avait partagé justement un morceau de Actraiser. Et Actraiser, voilà, c'est quelqu'un qui reprend, là c'est un morceau très dynamique, avec tu vois la Testarossa et des images de Miami Vice en arrière-plan. Mais la musique, voilà, c'était une électro-techno très forte. On reconnaît les sons des synthétiseurs des années 80, mais voilà, c'est des synthétiseurs assez modernes. Le son est bien traité. Comme tu dis, ouais, on retrouve tout ça. Et c'est un concentré, en fait, de toutes ces choses-là, du graphisme, de l'ambiance et de l'esthétisme des années 80 qui sont très forts. Et tu sais, on retrouve encore des choses, des codes qu'a créé, par exemple, Terminator. En fait, on aurait peut-être toute la nuit pour réussir à citer toutes les influences de Kung Fury, parce que c'est vraiment un condensé absolu de toute la pop culture des années 80 sous toutes ses formes. Ce qu'a réalisé Kung Fury, c'est de créer une identification années 80, mais qui n'est pas présentée en face de nous comme c'est une imitation d'eux. On sait très bien que le film nous représente le body cop. Donc le body cop, c'est pour nos auditeurs, c'est comme l'arme fatale. C'est les films des deux flics qui travaillent ensemble. Bien sûr, ils ne s'entendent pas, et puis à la fin du film, ils s'entendent parfaitement. On a tous ces choses-là. On a le hacking qui était pas très bien expliqué. On reconnaît tous ces codes-là. C'est marrant, mais on en a parlé dans nos épisodes, Basile, dans Fortress, notre tout premier, notre pilote. Ouais. Où on montrait que le hacking, c'était aux années 80, on pouvait inventer n'importe quoi, on pouvait s'échapper avec. Ah bah effectivement, là, c'était un truc qui était tellement exotique, cette espèce de futurisme à deux balles dont personne ne savait rien, que alors là on pouvait faire mais n'importe quoi. Kung Fury prend tous ces codes et les développe dans un scénario assez court, hein. Je crois que le film fait 25 minutes, c'est ça ? Oui, effectivement, il est assez court. Kung Fury, contrairement à beaucoup de films à qui on peut comparer, qui sont des petits courts-métrages qui font la même chose, qui rendent hommage, c'est que Kung Fury nous présente pas ces clichés, ces codes comme étant un code. Il nous représente artistiquement et nous le développe, le prend au sérieux dans son scénario, d'où le scénario complètement farfelu, complètement détaché de la réalité, une histoire combinée de toutes ces absurdités-là, et qui justement ne fait pas l'erreur de nous représenter les codes ou nous les présentant, tu vois, sur un plateau d'argent. Comme quoi, tiens, voici le code des néons, voici le code, tu sais, du hacking, voici tous ces codes-là. Et qui s'amuse plutôt à les intégrer, à les développer, au point où ça devient une parodie. Et l'exemple parfait, je trouve, d'un détail parodique, pour moi, c'est l'affichage des noms des personnages sur l'écran. Et en fait, ça marche surtout parce que le film navigue entre les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois le film qui est évidemment complètement conscience du côté très kitsch et puis complètement grandiloquent, excessif et tout ça, mais qui en même temps a envie de le prendre au sérieux, de le faire au premier degré. Et puis en fait, c'est ça qui, à mon avis, qui est très efficace, c'est qu'il navigue tout le temps entre le premier et le second degré, mais avec beaucoup d'efficacité. C'est ça. Puis lui-même, en fait, ça se voit. Quand tu le vois en interview, tu vois qu'il y croit à fond. Mais oui, tu vois qu'il y croit à fond en son projet. Et puis, il parle un petit peu comme parle son héros, finalement. Avec sa voix c'est un clone de Johnny Depp. Hein. Ah bah oui, c'est exactement ça. Ah ouais, c'est tout à fait ça. On retrouve même une séquence dessin animé qui est vraiment, tu sais, c'est des dessins animés très cheap, produits rapidement pour vendre des lignes de jouets. Et on retrouve pareil cette ambiance-là où on est dans The Mask, G.I. Joe et Transformers. Exactement. Et il y a même un clin d'œil, tu vois, à Dragon Ball Z à la fin, quoi. Et puis à la fin, on a carrément une séquence de jeux vidéo. Donc on retrouve même des codes, des jeux d'époque, en fait, ce qui influençait le cinéma. Donc c'est, il y a on va en parler, hein, parce que franchement, elle est inévitable. Je crois que c'est la séquence la plus longue du film, et c'est ce combat filmé en 2D. Donc tout de suite, moi, ça m'a fait penser au code, tu vois, de Old Boy. Tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi aussi, j'ai tout de suite pensé à Old Boy. Mais autant Old Boy, c'était un clin d'œil. Je vais pas dire qu'il était discret, parce que là c'était évident
ça a duré longtemps. Voilà, ça durait longtemps. Comme Kung etc. Fury, bien sûr, ouais. Mais c'était juste un petit passage dans le film pour dire, voilà, hop, on va vous mettre un petit moment qui va vous faire penser au beat'em all Mais c'est de l'époque. différent aussi. All Boy, il y a toute une chorégraphie qui est très sérieuse, il y a un impact pour la violence. Mais dans Kung Fury, voilà, en fait, c'est juste le même point technique. Mais Kung Fury, alors déjà, un point de vue montage, là, c'est assez impressionnant. Mais je crois qu'il utilise un mapping pour déformer le personnage après en post-production pour lui permettre de faire tous ces ces mouvements gestes, acrobatiques, ces coups de pied sautés, etc. assez impressionnant. Et puis toute cette chorégraphie jeu vidéo au point où je crois qu'il fait tourner un bras autour de son flingue pour faire l'hélicoptère, tu sais, mais tu t'y attends même pas. C'est ça. Et c'est ça, c'est le délire qui va de plus en plus loin. Et tout ça mis en harmonie, ce qui joue beaucoup, c'est le montage. On en a pas parlé, mais c'est la correction colorimétrique, les effets VHS, tu sais, la neige et aussi les codes du tracking. Par exemple, il y a une séquence où une séquence d'action, on est à fond dedans et bien sûr la séquence est bousillée à cause du tracking de la VHS, comme quoi elle a été relue trop de fois. Donc bien sûr le moment clé est bien choisi, c'est une séquence tu vois qui coûte cher à la prod, c'est une grosse séquence d'action et c'est le moment parfait tu vois de faire quelques économies et puis voilà de faire un clin d'œil. Évidemment le procédé n'est pas neuf parce que moi je me rappelle par exemple que Rodriguez l'avait utilisé pour Planète Terreur, c'est ça. Il y avait justement un passage comme ça, sauf que là, Tarantino n'était pas de la même génération, donc évidemment, là, il s'agissait de pellicules brûlées et de choses comme ça qui rappelaient son enfance à lui, alors que nous, c'était la VHS. Moi, vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé avec Kung Fury, puis honnêtement, j'ai eu peur, en fait, quand j'ai vu la bande-annonce. Bon, je me suis dit que c'était vraiment excellent, évidemment, j'étais très curieux. Alors oui, pas qu'indépendamment, ce film a une bande-annonce, mais c'était vu comme un projet à part, donc si le Kickstarter serait planté, on n'aurait que la bande-annonce. Franchement, le film, c'est un bonus. En fait, on a le droit à une extension de cette pièce artistique que l'on peut retrouver sur Internet. C'est vrai parce que la bande-annonce, en fait, se suffisait déjà à elle-même, parce qu'elle était vraiment bien foutue. Et puis, honnêtement, moi, j'ai eu cette peur-là, en fait, c'est que le film ne soit que une bande-annonce très étirée et puis que ça laissait souffler. Et en fait, j'ai eu vraiment la surprise de voir que pas du tout et que le mec avait vraiment tellement de bonnes idées dans la tête. C'est riche en fait, tout le film est vraiment très très riche en petites trouvailles visuelles. Il y en a partout, tout le temps. Il y a quelque chose qui se passe. Innovation, détail et main d'œuvre artistique au montage est impressionnante aussi. Hein. Ouais, et puis même, à la base, il a des idées. Et puis c'est ça que j'admire parce que souvent, ce qu'on voit dans des courts-métrages ou des clips, c'est qu'il y a comme ça deux, trois idées par-ci par-là. Et puis ensuite, on étale comme sur une tartine, sauf que ça suffit pas. Alors que là, le mec, vraiment, il a travaillé son truc et puis il a voulu vraiment saupoudrer tout le film de multitudes de petites trouvailles et puis ça marche vraiment super bien, je trouve. Il y a un amour qui est porté à chaque séquence. Ah ouais. Entre que ça soit le personnage qui traverse la ville, qui court sur les bâtiments avec la pleine lune, que ça soit son chez lui avec la nana, tu vois, et la musique du saxophone en arrière-plan, le saxophone avec la réverb, la nana qui touche son muscle et lui, tu vois, avec sa voix qui dit Yeah, that's my biceps. C'est tellement cliché et là, tu vois, moi ça me fait penser à Cobra. On y était là il y a quelques épisodes. Oui, c'est ça, on est dedans. Ouais. C'est ça, on était complètement dedans. Et puis après les séquences d'action complètement démesurées comme Commando. Ah bah oui. Si je te dis les années 80, dis-moi 2-3 trucs qui te font pour toi, qui représentent point de vue artistique les années 80. Écoute, moi je pense pas mal aux... tu l'as déjà dit, mais je pense pas mal aux éclairages néons de manière générale. Ça me fait penser autant à... Je sais pas, par exemple, mettons Highlander, même les films de Brian De Palma de la fin des années 70, début années 80, il y a tout le temps des plans avec des salles complètement surchargées de néons partout, où ça fait une sorte de lueur diffuse un petit peu, ça je trouve ça très très caractéristique. Beaucoup de ces films-là sont vus comme des bouses, des nanars en fait. Des films de série B très clairement. Et c'est ce que nous représente Kung Fury, c'est beaucoup de séquences complètement abusives qui ne développent rien, après qui nous font rire et qui nous amusent, car ça nous rappelle les codes, comme l'Uber-violence, tu sais, tout au début, il y a un mec qui se fait cribler de balles juste pour récupérer son poste, son boombox. Encore une fois, tu vois, c'est un peu ce code comme on voit dans, c'est plus des années 70, mais tu vois les films de gang, en fait, dans la rue, ou les méchants bikers, encore une fois, je prends des codes qu'on a déjà dit, mais tu vois, dans Cobra, en fait, tous ces gangs de haches qui tuent sans cause. Sauf que la différence avec les années 70, c'est que on traitait ça de manière plus réaliste finalement. Alors évidemment, moi je pense à tous les
dans la veine de Dirty Harry ou encore le justicier avec Charles Bronson, etc. C'est vrai que dans les années 80, on s'éloigne complètement de ce réalisme-là, et puis c'est plutôt une sorte de violence fantasmée finalement, avec le loupard qui est à chaque coin de rue, et puis effectivement qui a toujours une arme super puissante sous la main et puis qui fait n'importe quoi. Voilà. Donc tu demandes comment ils font pour trouver ces armes-là. Bah oui, qu'est-ce qu'ils font avec, quoi, surtout. Bah vas-y, voilà, on s'est retrouvé à bien parler des codes de Kang Fury, mais je crois qu'on a complètement sauté une rubrique, non? Ben c'est ça, c'est qu'en fait on n'a même pas parlé de l'histoire, du scénario du film, et puis c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'histoire. Pour ainsi dire, le script est complètement inexistant, et puis ça fait partie aussi de l'ambiance du film, c'est que en fait on s'en fout pourquoi est-ce que les choses arrivent, c'est juste un gros prétexte pour coller des choses bout à bout, et puis on s'en fiche parce que comme c'est tellement bien fait, on n'a pas besoin d'avoir vraiment de justification scénaristique. Alors, voilà, on l'accepte, on le prend tel quel, et ça va très bien comme ça. Moi, il y a des choses sur le scénario, ou plutôt des détails en fait, qui m'ont vraiment sauté à l'œil et qui pour moi étaient vraiment des codes. Alors soit c'était des dialogues, c'est des choses très spécifiques qui font années 80. Un truc que je trouvais vraiment symbolique, déjà c'est à l'époque. C'est ce qui se passe, c'est, tu sais, quand Hitler pique le téléphone à un jeune homme dans la rue, ce jeune homme il a une conversation via son portable. Et en fait, si t'écoutes la conversation, c'est un mec qui vient d'apprendre en fait qu'il est séropositif au sida et qui dit ou à sa mère ou à sa copine ouais non mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est rien. Tu vois, c'est un peu l'inconscience du virus du sida dans les années 80. Le clin d'œil est assez grossier, mais en même temps c'est fait même pas vraiment malvenu, parce que c'est encore une fois le réalisateur qui nous dit ok voilà, c'était ça à l'époque, alors évidemment je vais pas te le montrer de manière réaliste, je vais juste te faire une grosse blague, mais voilà, ça marche. D'autres choses que j'ai bien aimé aussi, c'est la fameuse séquence inoubliable de tous ces films-là, c'est le commissaire qui engueule son flic parce que justement il y a eu un abus de force. Ah bah oui, alors ça c'est le même cliché. C'est même plus un cliché, c'est l'ultra over cliché. En fait, c'est une case à cocher si t'écris ces films-là à l'époque. Mais c'est ça, c'est un passage obligé. Le film ne peut pas être complet s'il n'y a pas cette séquence-là. C'est comme si on faisait l'histoire d'un super-héros sans origin story. C'est juste. Ah voilà, c'est ça, exactement. Alors, un autre détail, c'est le Power Glove. Fin 80, l'époque Nintendo, et bien sûr tous les objets obsolètes qui étaient vachement cool, qui avaient l'air incroyables mais qui ne marchaient que dalle, quoi. C'était le fameux Power Glove. Puis d'ailleurs le Power Glove, on avait déjà eu l'occasion vraiment de voir beaucoup d'hommages à ce fameux artefact technologique. Beaucoup de gens lui ont rendu hommage finalement sur internet, alors aussi bien en matière de visuel que de musique. D'ailleurs je pense que tu te rappelles évidemment le compositeur qui s'appelle lui-même Power Glove. C'est déjà un objet mythique, et puis il ne pouvait qu'avoir sa place dans Kung Fury évidemment. J'adore ce plan, alors ça dure 2 secondes mais c'est parfait. En fait c'est ce zoom là sur le hacker qui vient de revêtir le Power Glove, et puis il prend la pause, et puis il y a le gros zoom sur lui, et c'est juste parfait, ça marche tellement bien. C'est ridicule, et mais c'est parfait, quoi. Ouais. Un truc, tu vois, moi je trouve intéressant et qui est un peu bizarre dans le film, c'est la seule chose que je trouve mal placée, c'est la pub pour le téléphone portable. Ah oui, effectivement, ouais, ça c'était pas forcément nécessaire. Ouais, parce que c'est pas quelque chose qu'il y avait dans les films. Je veux dire, il y avait déjà le placement de produits, ça se faisait, hein. Je veux dire, Stallone qui pique un Pepsi, tu vois, qui prend la canette dans les mains pour qu'on lise bien les logos, tout ça dans ses films. Mais là, ça faisait vraiment, en fait, ça faisait comme les pubs, tu sais, d'informations qu'on voyait à la télé, tu sais, je t'enfilais de temps en temps ces pubs années 80 où il y a un numéro de téléphone vers le bas et puis on te vend un produit, quoi, pendant 30 secondes. Ouais, c'est ça. Alors, on sent qu'il a voulu aussi faire un petit clin d'œil à ce truc-là, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça, on le retrouve pas mal aussi dans les clips associés à des musiques rétro 80s, etc. Mais là, ça avait pas vraiment sa place, à mon avis. Ça avait pas sa place. Je pense que la seule raison que c'était là, comme tu le dis, non seulement c'est dans les clips, mais je pense aussi que c'est justement pour faire, pas hommage, mais pour montrer un code très important des années 80, c'était ces plans de pack shot, en fait.
Tu vois, toute cette façon de vendre un produit, comment c'était montré avec la musique en arrière-plan, la tête des acteurs et toutes ces choses aujourd'hui qu'on ne peut pas faire pour vendre un produit. C'est tellement ringard, ça passe pas. Ouais, alors c'est drôle parce que ça me fait penser à un autre film qui a utilisé exactement le même procédé. Alors là, bon, bah, on s'éloigne des États-Unis, on va revenir chez nous, le pays du fromage. Enfin, je dis chez nous, sauf que moi je suis au Canada et toi t'es aux États-Unis. Mais bon, on est loin du fromage. on est loin du fromage, effectivement. Mais, ce qui est triste d'ailleurs, ça me manque le fromage. Et en fait, je pense à la Cité de la Peur. Rappelle-toi ce fameux moment où, au moment de monter dans la voiture, Alain Chabat tout d'un coup commence une pub. Et puis là, je trouvais que ça marchait très bien en fait. Voilà, parce que là, c'est ça, c'est qu'il y a cette pub qui fait irruption à un moment du film. On s'y attend pas du tout. Mais il faut dire qu'à l'époque, parce que rappelons-le quand même, ça date d'il y a 20 ans maintenant, la Cité de la Peur, c'était vraiment nouveau. Jamais on voyait ça, je veux dire, même dans des films parodiques, c'est un procédé qui était quand même encore vraiment original. Sauf que maintenant, forcément, ça a plus le même impact finalement. Et puis, voilà, là, c'était le moment hors sujet. C'est ça, le moment hors sujet. Ouais. Bah écoute, Basile, moi, Kung Fury, je lui donne 5 ninjas sur 5. Ok, écoute, moi, pour ma part, je lui donnerais 4 moustaches ennemies de Kung Furer. En fait, c'est le nom d'Hitler, il s'appelle Kung Furer. Ah, le Kung Furer. Non, super. Oh, t'es difficile, t'aurais pu lui donner 5 quand même. Ouais, tu sais bien que moi, je cherche toujours la petite bête. Alors, 4 ennemis. Auditeurs, si vous voulez vraiment découvrir ce film, vous pouvez le voir directement sur YouTube, gratuit. Moi, je vous propose par la suite, je sais pas Basile si t'as eu le temps de voir le clip vidéo avec David Hasselhoff. Oui, je l'ai vu, et c'est vrai que c'est pareil, ça c'est un autre bonus finalement qui va avec le film. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que ce clip a eu aussi le droit à un tout petit court-métrage qui se trouve à l'intérieur, où c'est un héros qui marche à travers une ruelle et qui descend un par un des ennemis qui sont vraiment des icônes, des antagonistes des années 80. Entre les dealers de drogue avec les foulards à la Vasquez dans les cheveux, les mecs avec les machettes et les masques de Jason qui sautent pour t'attraper en coup de vol et qui finissent par se faire tirer dessus au Uzi. Et enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là, quoi. Alors voilà, Kung Fury, écoute Basile, je pense qu'on pense tous les deux la même chose. On espère que David Sandberg continuera et nous proposera de nouvelles pièces cinématographiques, de nouvelles œuvres artistiques, que ça soit les années 80 ou pas. Oui, c'est ça, je pense que pour les années 80, il a quand même fait pas mal le tour de la question, donc on attend de voir la suite. Basile, avant qu'on saute à notre prochain film, si on balançait justement la bande-annonce, parce que même sans vidéo, elle est assez sympa à écouter, surtout avec les petits morceaux de musique qui sont présentés dedans. Ah oui, là ça me paraît indispensable. Voilà, on balance ça, et puis on se retrouve après. Hey, you got a permit for those guns? I've got your permit right here. All units, we have an ongoing shootout at 24th and North Pleasant Street. I'm on it. He's a Kung Fu renegade cop. I don't want to hear it, Kung Fury. I've just been at City Hall. You just destroyed an entire city block, for Christ's sake. I quit. Now he must defeat the most evil Kung Fu master in the world, Adolf Hitler, aka Kung Furer. Hitler. He's the worst criminal of all time. I need to kill him. I can hack you back in time to Nazi Germany, just like a time machine. Oh no. I went too far back in time. This is the goddamn Viking Age. I'm a cop from the future. I need your help. Ready for a new world of unspeakable adventures never before shown in a motion picture. Get ready for Kung
Kung Fury. Alors, attaquons la deuxième partie de ce podcast. Voilà, on va discuter maintenant du tant attendu Jack Burton dans les griffes du mandarin, connu sous son nom anglais Big Trouble in Little China. Alors, ce film date de 1986 et réalisé bien sûr par l'un de nos préférés sur ce podcast, John Carpenter. Le scénario a été écrit par Gary Goldman et David Weinstein, avec bien sûr la musique de John Carpenter et Alan Howarth, qu'on va d'ailleurs passer en arrière-plan. Basile, ça roule ? Oui, avec plaisir. Et puis voilà, donc un film avec Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dunn et Victor Wong. Alors d'ouverture, qu'est-ce que c'est ? C'est un film d'aventure qui se passe dans les rues de San Francisco, qui introduit énormément de stéréotypes, on va dire, de caricatures en fait des légendes et des contes chinois surtout, mais du cinéma américain. On suit, on peut dire, la mini-épopée d'un héros à travers une aventure qui sort de nulle part. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Comme tu l'as dit, c'est vraiment les légende d'un autre pays, en l'occurrence la Chine. Bon, après, moi je suis pas spécialiste dans le domaine, donc je peux pas vraiment le savoir, mais ça pourrait être finalement n'importe quel pays. Tout a été mis comme à la sauce des États-Unis en fait. Et puis, on sent bien que Carpenter a juste pris quelques éléments folkloriques et puis qu'il les a mis à sa sauce pour faire vraiment son film très personnel quand même, très à lui, quoi. Ouais, l'antagoniste qui est vraiment une copie conforme du grand Fu Manchu par exemple, avec les ongles très longs, la fameuse petite barbe qui se frottille quand il est en train de réfléchir, les tenues des contes et légendes des vampires chinois. C'est exactement ça, tu prononçais le mot, cliché, c'est ça, on est en plein dedans, mais il est complètement assumé, je veux dire, ça se sent du début jusqu'à la fin que tous ces gros stéréotypes, c'est clair qu'ils sont assumés depuis le départ. Alors, non seulement assumés, mais de ma part je trouve que c'est vraiment un film réussi sur son côté aventure. C'est un film qui introduit énormément il y a un arc d'évolution du personnage principal qui se voit, où au début c'est le mec qui veut rien avoir à faire avec l'histoire, qui finit par être le héros en fait, le cow-boy qui sort de la comté, un peu comme Pale Rider, tu sais, de Clint Eastwood. Oh, excellente référence, mais oui, c'est vrai. Oui. Kurt Russell, c'est notre personnage principal, mais pas vraiment. Si on regarde le film de plus proche, notre personnage principal, c'est le sidekick qui est en effet Wong. C'est Wong qui a un arc d'évolution beaucoup plus intéressant que le personnage de Kurt Russell. Sauf que évidemment, c'est le personnage de Kurt Russell qui est davantage mis en avant. Voilà. Et c'est celui qu'on retiendra. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, quand on analyse les deux, si on parle de Wong et Kurt Russell, tout de suite au début, Wong est présenté comme le sidekick. Et pourtant, Wong, dans son arc dans le film, va atteindre le ki ultime. C'est ça, il va réussir à développer des pouvoirs, à sauver la fille et surtout à sauver sa ville. Pendant que Kurt Russell, qu'est-ce qu'il fait ? C'est même pas lui qui tue le grand méchant, c'est Wong. Il récupère son camion, il joue le gros dur avec la nana, il la quitte. Ah mais ça c'est très pertinent ce que tu dis, c'est vrai que quand on analyse le scénario de ce point de vue-là, c'est vrai qu'en fait il n'a rien d'un héros. Comme tu l'as dit, c'est effectivement l'autre, celui qui est censé être le sidekick, qui vraiment accomplit sa quête de héros. Puis en l'occurrence, comme tu le disais, c'est vrai que c'est la fameuse fille qui était kidnappée, et puis il acquiert des pouvoirs, etc. Donc vraiment, on est complètement là-dedans, c'est le chemin du héros. Mais on suit Jack Burton. C'est ça, c'est qu'on suit Jack Burton, et puis comme tu l'as dit, mais des fois, il est complètement balourd. Enfin, je veux dire, il fait même pas exprès de réussir à sortir ses amis de certains mauvais pas. C'est ça. Bon, évidemment, Carpenter, avec beaucoup de malice, joue à fond sur le côté débile, routier américain, un peu redneck là. C'est le prêcheur de la radio des autres routiers. On voit, il y a tous ces monologues. Puis c'est vrai que quelque part, ce serait plutôt un anti-héros, parce que le mec, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut récupérer son camion. Voilà, c'est à peu près tout ce qui l'intéresse du début jusqu'à la fin du film. Il veut récupérer la thune du pari qu'a perdu son ami Wong. En effet, il veut aussi récupérer sa thune. Donc ouais, c'est vraiment comme dirait Coluche, un enfoiré. Ouais, c'est un peu ça. C'est l'enfoiré, mais en même temps, évidemment, il est rendu très sympathique. C'est le bon pote qui te joue des sales tours, malgré que tu sais que ça reste un bon ami. C'est ça, et puis le gars qui se plaint tout le temps, évidemment, avec son franc-parler. On va revenir évidemment sur les dialogues du film un peu plus tard. Je pense. Ça joue beaucoup là-dessus. Tiens, allons-y tout de suite. Basile, les dialogues. Alors les one-liners, quelques-unes par-ci par-là, très bien placées. Et là, elles sont saupoudrées tout le temps pendant le film. Là, on sent très bien que Kurt Russell
est là pour donner son avalanche de one-liner, et puis ça marche très bien parce que il a le physique pour, la voix pour, c'est parfait, ça fonctionne à merveille. Et il a vraiment les dégaines de super-héros, hein. Les bottes avec le couteau caché à l'intérieur qui sort plusieurs fois de suite, et Carpenter à la réal, tu remarqueras, nous montre à chaque fois d'où vient le couteau, hein. Ah bah oui, c'est très important. Voilà, ouais, il faut... C'est un peu comme le roi Arthur qui dégaine Excalibur. Il faut bien montrer parce qu'à chaque fois qu'il dégaine Excalibur, quelque chose d'important va se passer. C'est ça. Alors qu'en fait, des fois, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer parce qu'il est pas si dégourdi que ça. Et puis finalement, comme tu le disais, c'est son sidekick qui est beaucoup plus puissant que lui en finale. Hein. Le livreur du Pork Chop Express qui se retrouve en plein combat entre deux clans surnaturels de Chinatown, avec le gourou, le grand maître antagoniste qui cherche à ressusciter parmi les vivants et pour absorber la vie des morts, si je me trompe pas, c'est ça, c'est toute une complexité. On n'a pas besoin en fait de savoir tout ça, hein. C'est un peu comme Indiana Jones avec les nazis, on s'en fout pourquoi les nazis veulent récupérer l'arche perdue. Tout ce qu'on sait c'est qu'ils veulent la récupérer pour faire du mal. Ouais, et puis en plus des fois vraiment j'étais même surpris, oui, parce que je me demandais en fait qu'est-ce qu'il s'est dit Carpenter là quand il a commencé justement à aller dans ces complexités scénaristiques, parce que vraiment honnêtement quand tu suis vraiment le film sérieusement, l'intrigue finalement est un peu retorse, hein, des fois dans ce que veut le fameux vieux chinois, tout ça matiné de légendes et de machins, etc. Des fois on est un peu perdu et puis on se dit ok, mais là est-ce que Carpenter vraiment il l'a fait un peu au premier degré parce que ça l'éclatait de faire comme ça, ou alors est-ce que justement il l'a fait en se disant non mais je vais faire exprès de faire un truc complètement tordu, mais en fait j'en ai rien à fiche, c'est juste un prétexte pour mettre mes personnages dans ces situations. Des fois je me suis demandé, hein, j'étais comme entre les deux, hein. On se pose la question parce que ça devient vraiment quasiment une BD, hein, un comic book comme on dirait, au point qu'on rencontre son ami là, Egg Foo Yang, qui fabrique des potions, qui est tu sais voilà le mec qui touche un peu dans la fantaisie mais du côté des gentils, pendant qu'on a le fameux, bon je dis Fu Manchu parce que ça me fait penser à cette référence là, mais de l'antagoniste quoi. Ouais, c'est ça finalement qui est rigolo avec ce film, c'est que pourtant à cette époque-là c'était pas vraiment quelque chose qui se faisait beaucoup, mais c'est qu'on a l'impression effectivement de se retrouver à la fois dans une BD, un jeu vidéo et dans toutes sortes de choses. Je trouve que maintenant finalement ça se retrouve un peu plus, tu vois, ce genre de principe un peu de mélanger comme ça des univers de supports différents, mais à l'époque ça se faisait pas tellement. Non, c'était vraiment rare. Par exemple tu vois les séquences où son ami Wong se bat à l'épée, tu sais il saute et pendant le saut ils sont en train de s'échanger des coups d'armes avant de réatterrir pour ressauter et se rééchanger des coups. J'avais l'impression de lire un manga. Ah bah ouais c'est ça. Et puis aussi évidemment on sent que Carpenter il a voulu mettre vraiment le côté très film de kung-fu, hein. Ça, c'est un film de kung-fu avec la référence mais qui marche, hein, c'est le Dragon Ball Z. On a même la boule de feu qui est entre les deux personnages quoi, où c'est qui est le plus puissant des deux qui va s'envoyer la boule d'énergie en pleine figure. Ah ouais non c'est vrai, ça c'est le côté vraiment extrême oriental, hein, ouais. Avec effectivement ces pouvoirs surhumains d'énergie, c'est vrai que c'est assez étonnant, hein, vraiment c'est un mélange très très hétérogène, il y a pas beaucoup d'exemples à cette époque-là, hein. Et tu vois certaines choses j'ai vraiment oublié, c'est ce fameux monstre araignée qui se trouve dans les sous-sols de la crypte des méchants. qui sert à rien, hein, faut le dire. Qui gobe juste un gars et c'est tout, qui s'en va. C'est ça, il est là que pour voilà. ça. Et puis on a aussi l'autre, le sort d'homme ogre là, qui surgit et qui est un peu un comic relief à la fin. La petite blagounette rigolo, comme quoi c'est pas la fin pour Jack Burton, faut s'attendre à la suite. Évidemment. Est-ce que tu savais, mais à la production, ceci devait être la suite d'un autre film un peu, tu vois, fantastique, qui se tient un peu sur les bords du comic book, c'est donc Buckaroo Banzai. Ah oui, alors ça c'est effectivement un autre film très atypique des années 80 et je ne savais pas du tout que c'était censé être la suite de ce film-là. Alors tu vois, quand tu regardes des acteurs quand même forts en action qui se débrouillent très bien, t'as Peter Weller d'un côté et puis maintenant t'as Kurt Russell d'un autre, ça marche vachement bien et on sent une connexion. Alors comment on commence à parler l'envers des décors de ces films, Basile, donc on en parle maintenant, mais bien sûr les aventures de Jack Burton c'est complètement craché au box-office. Je pense que tu le sais, c'est le film où Carpenter avait eu un budget beaucoup plus conséquent que d'habitude. Ouais. Et donc là, clairement, il s'en est donné à cœur joie. Et dans certains autres films où il avait dû
qui est assez limité finalement, et puis qu'il avait dû faire tous les efforts possibles et imaginables pour optimiser les budgets ridicules C'est ça, ouais. Et alors là, c'est un peu bizarre, hein. C'est souvent une chose qui arrive avec des réalisateurs, c'est que quand ils ont tout de suite beaucoup plus de moyens que d'habitude, bah, c'est comme s'ils avaient un petit peu du mal à gérer ce truc-là, et puis quand ils avaient été habitués finalement à vraiment faire exploser leur créativité avec des grosses contraintes, bah, tout d'un coup quand ces contraintes disparaissent, bah, là ils se retrouvent un peu perdus finalement. Et là, bah, c'est étonnant comme ce film, effectivement, c'est vraiment lamentablement planté. Ça a été un énorme échec dont, à mon avis, Carpenter a dû mettre longtemps à s'en remettre. Je parle même pas sur le point de vue mental, hein, je veux dire financièrement. C'est vraiment des années plus tard que peu à peu le film acquis ce statut culte, hein, c'est comme ça qu'on dit maintenant, surtout par les VHS, hein, les cassettes vidéo. Il a comme acquis cette réputation vraiment sur le tard, alors que quand il est sorti, ça a été vraiment une catastrophe. Tu vois, je voulais qu'on se pose la question, mais est-ce qu'on aime ce film à cause de sa nostalgie ? Eh ben moi j'ai envie de te dire que pour ma part c'est un peu ça. Ça joue là-dessus, hein. Ça joue beaucoup là-dessus. Ouais. Parce que moi, quand j'ai revu le film, je t'avouerai que je l'ai pas trouvé si excellent en lui-même, alors que il y a d'autres films de Carpenter que je trouve vraiment, vraiment très très bons. Bah, je sais pas, par exemple, je vais dire The Thing, là, au hasard. Oh, t'as choisi le meilleur, là. J'ai choisi le meilleur, hein, c'est sûr. Non, mais The Thing, par exemple, est vraiment très très bien fait du début jusqu'à la fin. Bon, je le cite aussi parce qu'il y a Kurt Russell qui est dedans. Là, vraiment, moi, à chaque fois que je le revois, je me dis, waouh, quand même, c'est vraiment bien foutu. Celui-ci, c'est l'anomalie de la filmographie de Carpenter. Il en a jamais fait un comme ça. C'est quasiment sa seule comédie fantastique qui mélange justement, c'est pas vraiment gore, mais c'est un peu action, violence. C'est un film R, mais voilà, avec des séquences assez marrantes, quoi, et avec des one-liners aussi qui rebondissent dans le scénario, comme tout au début, on a le c'est tout dans les réflexes, qui dit à son ami Wang, là, quand il essaie de couper la bouteille, qui revient même à la fin. Donc, tu vois, il y a tous ces codes, parce que c'est devenu des codes à ce point-là pour l'humour, hein. C'est ça, voilà, avec le comique de répétition. Exactement, ouais. On a même le running gag, voilà, on a ce qu'il faut. Et il n'y en a pas un autre dans sa carrière, parce qu'il y a des comédies romantiques comme Starman. Oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Ouais. Et puis sa trilogie de la fin du monde, là, comme tu dis, The Thing, le tout premier de là-dessus, ouais. Mais... Tu vois, par exemple, je citerai un autre film où il a eu un budget vraiment tout à fait ridicule. Moi, je pense à Invasion Los Angeles, qui s'appelle en anglais They Live. Je l'ai revu il y a pas longtemps, et puis vraiment, je suis tout à fait étonné de ce qu'il a fait avec des petits moyens. Vraiment, moi je l'adore, ce film-là. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de tellement percutant, alors qu'il a vraiment ce côté très série B, hein, mais qui est complètement assumé, encore une fois. Et c'est vrai que Les Aventures de Jack Burton, c'est vraiment à part. C'est un gros bordel, en fait. Halloween, minuscule budget, et on se débrouille. Basile, où est-ce que tu crois que ça a été filmé ? Je veux dire, en Amérique, t'as l'impression que c'est où ? À peu près la côte Est, la Nouvelle-Angleterre. Ouais, ça pourrait l'automne, avec les feuilles brun, rouge, orange, et pourtant ça a été filmé à Los Angeles. Ah ouais, bah j'imagine dans un studio. Alors, ce qu'a fait Carpenter, c'est... non, en rue, en plus, en pleine rue. Okay. C'était filmé, cadré pour cacher les palmiers. Et en fait, il ramassait des sacs de poubelles de feuilles mortes qui balançaient à chaque plan pour donner l'impression de l'automne, parce que bien sûr, l'automne est quasi inexistant à Los Angeles. Hein. Non, mais ça, c'est exactement ça que j'adore. Voilà, c'est ce côté vraiment tellement incroyable du cinéma où les gars, quand ils sont tellement poussés dans leur dernier retranchement, arrivent toujours à avoir des trouvailles de dingue et te faire croire n'importe quoi à l'écran, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, quoi. Moi j'adore. Je fais le petit lien parce que forcément il faudra qu'on fasse un numéro sur The Thing. Pourquoi western ? Carpenter voulait que Kurt Russell joue un John Wayne, en fait. Et en fait Kurt Russell l'a travaillé pour mélanger non seulement un côté John Wayne, mais en fait un côté Harrison Ford, un petit peu Indiana Jones. Donc ça devait être les deux. Et le côté de John Wayne, bien sûr, c'est le personnage rebelle, d'où le côté où Kurt Russell c'est un peu un jerk, tu vois, un salopard, un peu un relou. C'est ça, c'est le mec qui râle tout le temps, qui a rien à foutre là, qui exactement. En fait, il est là pour draguer la nana, et il la drague comme un relou, quoi. Il la lâche pas. Ah oui, puis alors vraiment là, ça se fait en 2 secondes. Hein. Il suffit d'une petite scène d'action, et puis hop, ça suffit à justifier que boum, il l'embrasse, et puis voilà, l'affaire est dans le sac, c'est bon. Alors Kim Cattrall, alors là c'est une actrice un peu à film nerd, autant qu'elle a joué dans des Star Trek, énormément de choses. Les mannequins qui se réveillent la nuit dans les centres commerciaux pour vivre comme des êtres humains. Je dois te confesser que je ne la connaissais que pour son rôle dans Sex and the City. Ah bah non, en fait c'est marrant, mais tu vois, autant Sex
Sex and the City, c'est le truc complètement pas nerd du tout, pas du tout milieu geek, et pourtant sa filmographie, il y a pas mal de films qui sont connus justement, tu vois, dans les milieux un peu nerd, hein, complètement. Mais bref, dans ce film, j'ai trouvé assez marrante où elle est toujours stupéfaite. Très important, dans un film fantastique, il faut toujours un personnage féminin stupéfait. Elle a complètement, à chaque fois qu'il y a une séquence, elle a les grands yeux, la bouche qui tombe, elle comprend pas ce qui se passe, mais pourtant, c'est pas la damsel en détresse, elle le devient au bout d'un moment. Oui, c'est ça, quand même, elle le devient. Elle le devient, mais elle sait se débrouiller, c'est ça le truc, c'est que même pendant son secours, c'est un peu l'équivalent de la princesse Leia, c'est malgré que les hommes viennent la sauver, elle prend les rênes pour les amener vers la sortie, tu vois, pour les secourir, au bout d'un moment, c'est elle qui les sauve. Mais je trouvais quand même que Leia avait plus de couilles, hein, si je peux me permettre. Plus de caractère, hein. C'est ça, plus de caractère, et puis que c'était quand même de manière un peu plus authentique un personnage féminin fort, et puis je souligne quand même aussi que Star Wars date quand même de 77, c'était 10 ans auparavant. Ouais, là on est un peu plus tard. 86. On va pas non plus trop s'attarder sur Star Wars, mais juste pour dire que évidemment il y a certaines scènes quand même qui sont obligatoires où elle remet le pouvoir de protection au mal, en l'occurrence plutôt Luke Skywalker, et puis de temps en temps Han Solo, hein, parce que c'est quand même important que le personnage féminin soit pas toujours en train d'avoir l'ascendant sur les personnages masculins, mais quand même fallait le saluer, c'est que vraiment pendant le film, on sent que Leia, elle se débrouille bien, quoi. C'est vraiment une femme indépendante, quoi. Je veux dire, elle a pas besoin des autres. Catral, n'oublie pas, même quand elle est prisonnière, tu sais, il y a cette fameuse séquence de mariage là qui est complètement insolite, qui dure au moins 5 minutes. On sait pas ce qui se passe, où Carpenter montre les femmes se lévitent et qu'il absorbe leur pouvoir. Enfin, on est en plein délire. Hein. En plein délire. Ah oui, c'est ça. C'est complètement inutile, faut le dire. Mais la copine de Wang, complètement hypnotisée, pendant que ça ne marche pas du tout sur King Catral, elle sait très bien ce qui se passe, et tu vois, elle se débrouille. Donc j'ai trouvé ça sympa, où c'était pas comme la copine de Wang, tu vois, complètement isolée, elle comprend pas ce qui se passe, elle est enfermée, elle se débrouillait. Et je trouvais ça sympa, dans un film des années 80, tu vois, d'avoir un personnage féminin comme ça. Alors comme tu dis, Star Wars, en effet, Leia, le caractère de dingue qu'elle a, mais là au moins on a ça, tu vois, on suit pas la lignée classique des films d'action années 80 où c'est un peu comme Marion, je reprends Indiana Jones, mais tu vois le personnage de Marion qui sait ce qu'elle fait, où elle essaye de jouer au jeu de la buvette avec le fameux nazi là, mais bon, forcément le mec il la voyait venir. Sauf que quelques années plus tard, le Temple Maudit, alors là c'est la catastrophe, parce que le personnage féminin, oh là là, c'est vraiment juste l'objet qu'on se trimballe dans toutes les scènes. Mais en même temps, l'objet féminin du Temple Maudit, oublie pas que c'est aussi notre comic relief, donc c'est pas souvent qu'on voit ça, où le personnage féminin est en même temps le comic relief. Ah oui, c'est qu'en fait, elle est encore moins considérée, quoi. Bon, bref, on est en train de partir sur autre chose, Basile. Ouais, mais bon, c'est bien que quand on est parti, on nous arrête. Mais voilà, je voulais faire le lien avec Wang. Voilà, Wang, pour moi, c'était vraiment le héros. Ça faisait vraiment le jeune apprenti, tu vois, qui devient le maître à la fin, et qui a bien sûr la princesse. Évidemment, la princesse a sauvé. Et puis alors là, en l'occurrence, la princesse, plus passive et complètement crue que ça, tu meurs là. Enfin, dire, est-ce qu'elle a un dialogue ? Elle a pas de ligne de dialogue. Elle profère quelques mots à un moment donné. Vraiment, par accident. Ouais, par accident. Puis j'ai envie de parler un petit peu des effets spéciaux aussi. Ouais, parce que tu sais, là, on arrive bientôt à l'époque où Carpenter expérimente de plus en plus, comme le film qu'il a fait avec Chevy Chase, L'Homme Invisible, quand même, quoi. Il y en a pas mal. Et tu sais que c'est beaucoup critiqué. Tu vois, on en parlait à l'époque de Star Wars, épisode 1, 2 et 3, où on disait qu'il y a trop d'effets spéciaux, ça tue le scénario. C'était complètement les mêmes conversations qu'il y a eu à l'époque quand Jack Burton était sorti au cinéma. Alors là, en plus, donc il y a une autre donnée à prendre en compte, hein, c'est que maintenant, il y a aussi le passage du temps. Parce que c'est toujours le problème avec les effets spéciaux, c'est aussi de voir s'ils tiennent la route sur 10 ans, 20 ans. Et puis là, pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'effets spéciaux qui tenaient plus la route. Il y a un côté un peu expérimental, sauf que des fois, c'est pas très heureux, quoi. Et puis tu sens qu'il a voulu en mettre vraiment dans tous les sens. Et puis il a essayé des choses, effectivement, mais des fois, ça marche pas super bien, et tu sens que peut-être que si il avait eu un petit peu moins de moyens, il se serait peut-être concentré davantage sur l'essentiel et qu'il se serait pas comme ça un petit peu perdu là dans tous ces essais d'effets pyrotechniques. J'ai l'impression de voir, je veux pas dire au point de vue scénario, mais tu sais, au point de vue séquence d'action, parce qu'il y en a énormément dans ce film, il y a beaucoup de séquences d'action. Ça s'enchaîne en permanence. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression de voir ce qu'on garde en tête de New York. Parce que quand on pense à New York 97, donc Escape from New York, on pense à un film d'action. Mais il faut pas oublier qu'il y a quasiment pas d'action dans Escape from New York.
Ah non, et puis c'est Ouais. ça tout le génie de ce film-là, à mon Bien avis. sûr, ouais. C'est un film d'ambiance. Et en fait, j'ai l'impression que quand on discute de Jack Burton, on oublie que ce film est complètement blindé de séquences d'action, qu'il y a ce Raiden, je vais l'appeler comme ça, hein, l'un des trois. Ah ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est un jeu vidéo, voilà, on a les mini-boss qui suivent le boss, on a celui avec la foudre, on a un qui est élastique, c'est ça, si je me trompe Oui, pas c'est ça. Et puis un troisième, je ne sais plus, il peut en prendre Ouais, tous les coups, bah, il explose, c'est ça? Ouais, je m'en rappelle pas non plus, j'avoue, j'ai pas Mais retenu tous les coups ils avaient spéciaux. chacun un pouvoir, et tu sais quand même ce film est emblématique, comment ils arrivent avec les fameux chapeaux, tu vois, de fermiers chinois sur la tête, les fameuses robes avec les effets spéciaux d'éclairs. Ouais, mais alors ça, moi je trouve que ça fonctionnait quand même pas mal. Honnêtement, Ouais. cette séquence-là... Où ils arrivent en il y a- volant, là, ils Ah atterrissent. ouais, Super. ouais, c'est ça, quand il y a les trois boss, hein, c'est vraiment ça, et tu te dis, oh putain, là, ça rigole pas, quoi. Non, ça rigole pas du tout, c'est sûr qu'on prend tout au sérieux, d'ailleurs la caméra se fixe sur eux, hein. Il y a même leur petite chorégraphie, et je trouve que les effets d'éclair marchent assez bien aujourd'hui. Ouais, mais je trouve qu'il y en a trop. Bon, alors je suis désolé, à chaque fois je reviens toujours à ce film-là, je l'ai cité je sais pas combien de fois, mais bon, Lequel? je vais quand même le faire encore. En fait, je pense à Terminator 1, figure-toi. Arrête, on va nous dire qu'on est des fanboys de Terminator sans Ah bah alors moi je l'assume complètement, là c'est un de mes films de chevet. Terminator 1, j'y pense parce que bah on l'avait déjà dit, hein, mais c'est un film qui a été réalisé aussi avec un budget vraiment ridicule. Et puis alors là, ben, je trouve que c'est justement un film qui a tout compris en matière de minimum suggestif pour les effets spéciaux. Vraiment, je trouve que James Cameron, alors là pour le coup, est vraiment très fort pour ça à cette époque-là. C'est qu'il sait mettre juste ce qui est suffisant finalement pour que toi tu imagines tout cet univers futuriste complètement cauchemardesque. Les séquences du futur, il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Et puis même Non, les non. effets spéciaux, de manière générale, il y en a pas tant que ça. Enfin là, je parle pas Ouais. des prothèses bien et des sûr. trucs comme ça, mais vraiment les effets spéciaux purs là, bah il y en a pas tant que ça. Et pourtant, bah waouh, ça fait vraiment son effet, hein, je trouve. Hein. Et c'est important, comme tu dis, parce que les effets spéciaux, c'est ce qui peut tuer en fait le réalisme des personnages. Et si on tue le réalisme, on s'accroche pas à eux. Et si on s'accroche pas à eux, on s'en fout du drame qui leur arrive ou de leur évolution. Ah bah complètement. Et l'exemple parfait de ça, de ce qui se passe, c'est les derniers Star Wars, les préquels avec Anakin. Je prends ce personnage-là, joué par Hayden Christensen. On s'en fout de ce qui les arrive. On s'en fout de son développement Darth Vader. On n'est pas du tout attaché. Pourquoi ? Parce que les 3/4 des histoires qui se passent à Obi-Wan, c'est ah, tu te souviens quand tu m'avais sauvé de ceci, tu te souviens quand tu m'avais aidé de cela. Déjà, c'est discuté au passé, donc c'est même pas montré. Montrez-nous, tu vois, montrez-nous en flashback. Et ce sont que des séquences en 3D, donc ce sont des personnages inexistants, parce que bien sûr, à l'œil, on se rend compte, ils ont aucun contact avec des objets physiques qui existent dans le monde. Ah oui, puis même l'espèce d'identification qu'on devrait avoir, elle ne se fait pas parce que tout de suite, on sait très bien que tout ça est complètement artificiel et ça marche pas. Là, il y a pas de truc qui rend ça vivant et qui fait que on vit vraiment l'action. On peut pas s'accrocher au personnage. Et comme tu dis, le Terminator, là, le personnage de Sarah Connor et Kyle Reese, on sent le poids du Terminator. Il est pas en 3D. On sent non seulement l'acteur parfait pour jouer le Terminator, Arnold Schwarzenegger, qui crée un équilibre en fait d'un personnage irréaliste, mais pourtant on y croit. Ça marche. Exactement. La fiction marche. C'est ça. Et puis on n'a pas besoin de lui faire, je sais pas, péter des murs, des camions dans tous les sens. C'est pas la peine. C'est ça. Là. Mais c'est ce qui se passe dans les derniers Terminator. Tu vois, j'ai vu le dernier là et c'est chaotique. Il n'y a pas de poids, il n'y a rien. Tout est 3D virtuel et c'est juste. Ah, mais je me dis, mais quand est-ce que vous allez vous rendre compte ? Et bon, forcément, les masses médiatiques aiment consommer ce produit-là, donc c'est sûr et certain qu'il y en aura beaucoup plus. Mais je le regarde d'un point de vue d'analyser le personnage. L'antagoniste n'a pas de poids, il n'a pas de valeur en fait. On n'a pas peur et tu sens que les acteurs jouent la crainte, la peur, et pendant que toi en tant que spectateur, t'en as rien à cirer. Ça devient boring, ennuyeux. Il n'y a pas de tension qui arrive à s'installer. Exactement. Alors que c'était ça qui faisait la force du 1. Exactement. Du début jusqu'à la fin, on est en tension permanente. Bon, je sais que Jack Burton, là, on s'écarte, parce que Jack Burton, bien sûr, ne cherche pas à créer cette tension-là, elle cherche plutôt à s'amuser, à passer un bon temps. On est vraiment dans une BD, tu vois, des années 90 ou 80, tu sais, tout est cool, c'est sympa, on est très loin des BD comme les Watchmen ou les choses tu vois, de Grant Morrison, les BD beaucoup plus sérieuses, tu vois. On est vraiment dans le récréatif, hein, Complètement. Et on a fait un beau écart, là, non ?
Ah bah pas mal, ouais. Mais ouais, mais vas-y, rebondis sur les effets spéciaux. Tu voulais me dire alors, toi, tu trouves que c'est too much dans le film? Bah c'est ce que je te disais, enfin, je trouve qu'il s'est un peu perdu en route avec ça, puis que ça dessert le film plus qu'autre chose. Non, je te comprends parfaitement. Moi, c'est un peu la même chose. Il y a quand même des effets, je trouve sympas, mais je sais que moi, c'est par amour. Puis on est quand même très très loin des créations complètement hallucinées de Stan Winston, par exemple, dans The Thing, où là, vraiment, waouh, on est à un autre niveau, là. Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas, bon, j'imagine tous les adorateurs de cinéma, Stan Winston, c'est un parrain, en fait, des prosthétiques et des grands monstres du cinéma. Connu essentiellement, voilà, comme tu as dit, pour The Thing, mais aussi comme d'autres films comme The Relic. Alors si je me trompe pas, Stan Winston, c'est aussi le créateur du Predator. Voilà, vas-y, en parlant de ça, du réalisme. Le Predator, quand il fait face à Arnold Schwarzenegger et qu'il enlève son masque et que Schwarzy balance sa fameuse ligne, hein, You're one ugly motherfucker, c'est ça? C'est ça. Je vois pas un acteur dans un costume. Ça marche. Mais ça marche parce que, en fait, ça, je m'en rends pas compte. Et en fait, je suis dans le film et je me dis, ah putain, c'est énorme. Et même aujourd'hui, je connais le film par cœur, je sais que le Predator va enlever son masque. J'ai du mal chaque fois à me dire, ah non, ça se voit, tu vois, c'est un truc faux, ça se voit, on voit le plastique, on voit que c'est pas de la peau. Et je m'en rends toujours pas compte. Même époque, moi je pense au deuxième Alien de James Cameron, c'est hallucinant. On y croit du début jusqu'à la fin, ces aliens-là. Ouais. Là, il n'y a pas de 3D. Le mouvement de la queue, du corps, la glu qui est utilisée sur eux. Ah, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Et la reine aussi. La reine alien, quand elle respire, tu sais, on entend ce soufflement comme quelqu'un qui avait de l'asthme. Voilà le sound design, tout qui influence énormément. Ouais. Exactement, tout est dans ces détails sur tous les plans visuels, sonores, qui font que on va y croire. Et puis ça, c'est vraiment un art très difficile. Donc on sait que Carpenter peut le réussir, cet art, parce qu'il l'a fait maintes fois. Il l'a fait dans The Thing, il l'a fait aussi dans L'Antre de la Folie, c'est ça? Oui. Et donc je pense, Basile, je crois que c'est un petit peu voulu dans Jack Burton que les effets prosthétiques comme cet ogre soient pas aussi bien animés. J'ai l'impression que, tu vois, c'est fait exprès pour jouer un petit peu sur le côté aventure, bon enfant. Ça, c'est possible. Hein. Alors après, il faudrait lui demander pour en être certain. C'est vrai que c'est toujours dur. Des fois, on se pose cette question-là, effectivement, à quel point les choses sont assumées ou pas. Ouais. Des fois, on le sait pas. Hein. C'est vrai que c'est... J'avais envie que tu me parles de la musique aussi. Ah, donc Alan Howarth et John Carpenter qui ont bossé aussi là-dessus. Excellente bande originale, hein. Bien sûr, les morceaux du Pork Chop Express. Donc Alan Howarth, c'est quelqu'un avec qui il bosse sur plein d'autres projets. Assaut sur Central 13, New York 97. Mais Alan Howarth, c'est aussi un bruiteur du cinéma. Et par exemple, le bruitage de très grands films comme Total Recall, de Paul Verhoeven, mais aussi de Sam Raimi comme L'Armée des Ténèbres, le 3e Evil Dead. Jusqu'à des films un peu cachés comme, je sais pas si tu connais Tank Girl. Oh non, alors là, je connais pas du tout. Ok, ça je te le conseille. C'est le genre de film où c'est tellement mauvais que c'est oublié, et pourtant, quand tu regardes, il y a un charme. Il y a quelque chose d'assez fantastique où tu dis, ah ouais, c'est Mad Max en humour, en comédie, voilà. C'est assez bizarre. Enfin voilà, ouais, donc Alan Howarth, pas une filmographie, mais plus une bruitageographie. Oui, je sais pas comment on dirait ça. On va dire une carrière, ça va être une carrière assez fantastique aux côtés de John Carpenter. Ouais, effectivement très riche. Pour ma part, je t'avouerai que moi, je l'ai trouvé très très en dessous de celle des autres films de Carpenter, cette bande originale. Honnêtement, je m'en souviens plus du tout. Et autant, il y a quand même pas mal de films de Carpenter où il y avait vraiment des thèmes très très forts là, qui ont été trouvés, et puis tu l'as cité, hein, par exemple Halloween, New York 97. La guitare sèche de Invasion Los Angeles. Bien sûr, le fameux synthé prog assez vénère de New York 97. Bien sûr, et puis même The Thing, là, où pourtant c'est tellement minimaliste, mais ça marche tellement bien. Ouais, mais c'est Ennio Morricone pour The Thing. Effectivement, et tu fais bien de le rappeler, faut pas tout mélanger, c'est vrai que The Thing c'était Ennio Morricone. Mais on sent quand même que Carpenter était avec Morricone sur la compo, c'est pas bien possible sûr. Parce que excellente bande originale. Ouais, ça c'est clair qu'il était forcément très impliqué dans la conception sonore. Et donc tout ça pour dire que moi j'ai vraiment trouvé que là, Les Aventures de Jack Burton, c'était très très en dessous de ses films habituels. Ah ça reste l'une de mes préférées en vinyle, mec. Ah bon. Ouais, je t'admets que j'aime beaucoup la bande originale. D'ailleurs, il y a énormément de remix du Pork Chop Express. Donc c'est le fameux thème d'ouverture. C'est aussi le thème qui est joué à chaque fois qu'il y a... C'est le thème victorieux. C'est ça, c'est le thème victorieux. Et ouais, je trouve que c'est l'un de mes préférés, quoi, de toutes ces bandes annonces, donc merde. C'est comme ça, le goût et les couleurs, comme on dit. Hein. Écoute, peut-être que je te propose d'en écouter une autre que t'aimerais beaucoup avec Alan Howarth qu'il a fait, c'est Assaut sur Central 13.
Bah écoute, voilà, Basile, je sais pas si tu voulais parler d'un dernier truc avant qu'on se quitte. Pour ma part, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Moi, en guise de conclusion, ce que je dirais, c'est que quand même l'intérêt premier des aventures de Jack Burton, à part le fait que c'est un film de Carpenter, et puis si on s'intéresse au bonhomme, je pense que c'est important de le voir quand même, ce film-là. Moi, je dirais que quand même, ce qui est sympathique avant tout avec ce film-là, c'est que c'est vraiment un pur produit des années 80. Et c'est pas pour rien qu'on a fait ce numéro spécial avec en première partie Cooper et ensuite Jack Burton. C'est que vraiment, voilà, on touche là à cette fameuse essence vraiment des années 80 et avec un ton qu'on n'a vraiment plus retrouvé après, dans les années 90 et plus tard. C'est un peu cette liberté finalement de rester léger tout en faisant de l'action, en se prenant pas toujours au sérieux. Ça, c'est vraiment typique de cette époque-là, moi, je trouve. Autant finir sur une nouvelle intéressante. Ça intéresse bien sûr pas les studios de prendre des risques, parce que pourquoi, quand on peut juste faire des remakes, on sait qu'on se fera de l'argent sûr et certain sur le retour. Bien sûr, le remake de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin, qui est en pré-production avec, à la place de Kurt Russell, The Rock. Oh là là, c'est... je t'avoue que là... Dwayne Johnson, ouais. J'ai vraiment du mal à croire en ce projet. Ouais. Bah écoute, Basile, juste pour te dire, voilà, on verra ce que ça donne, ce remake, dans quelques années. Mais pour finir le podcast, écoute, la mauvaise nouvelle, il y a quelques semaines, voilà, c'est le décès de Roddy Piper, qui jouait Nada dans Invasion Los Angeles. Génial, hein, d'ailleurs, ce nom, Nada. John Nada, ouais. Rien, quoi. Mais c'est le nom-personnage. C'est ça. Il a pas de nom, quoi. Et il a rien dans le film, et c'est ça, et pourtant, ça va être l'un des sauveurs. Donc voilà, je te propose, pour rendre hommage à Roddy Piper, de jouer le thème principal de la bande originale de They Live. Vas-y, balance. Ça marche. Et puis je te propose... Oh bah attends, et on a oublié de lui mettre une note quand même. 5 coups de foudre. Oui, mais sur combien? Sur 5. Alors moi je serais un peu plus dur. Je te dirais 3 araignées pourries sur 5. Plutôt 3 trolls où la bouche ne bouge pas, c'est ça? Voilà, c'est ça. Eh ben écoute, on se quitte ce podcast comme l'un des méchants du film, en explosion. C'est ça, allez, avec un grand boom. Un grand boom. Allez, salut. À la prochaine.